Au moment où l'humanité va connaître le plus grand bouleversement de son histoire, avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, dans le petit village de Moussaïa, à Dubreka, une brave paysanne, Hadiama Kamara, n'a de regard que pour les jeux insouciants de son enfant. Un vigoureux enfant, à la peau d'ébène et aux yeux pétillants de malice, Lansana Conté de son nom de baptême. La venue au monde de ce fils d'Al-Khali Al-Seni Conté a davantage renforcé les liens au sein de cette famille humble mais fière de ses origines. Une famille qui, depuis des décennies, entretient un dialogue fécond avec la terre. Au fil des ans, solide sur ses jambes, l'enfant prend de la graine dans le giron de l'amour que lui vouent ses parents. Sur les pas de sa mère, Lansana Conté découvre les merveilles de la nature, s'extasie devant la richesse que Dieu le Tout-Puissant a accordée à cette terre de Bouramaya. Une terre striée de marigots et de rivières joyeuses. Devenu adolescent, Lansana Conté, en compagnie de ses camarades d'âge, apprend les préceptes du Coran sur des planchettes autour d'un feu de bois, dans la douceur du crépuscule qui laisse apparaître au firmament des étoiles scintillantes. L'esprit toujours en éveil, le jeune élève de l'école primaire de Dubreka, dont le physique trahit une précocité, apprend au fil des conversations, dans les cases qu'un drame, une tragédie se profile à l'horizon, bouleversant le quotidien paisible des paysans de son Bouramaya natal. Les hommes sont graves, les femmes inquiètes. L'environnement est marqué par la fébrilité de la puissance coloniale française, entrée en conflit avec l'Allemagne hitlérienne. Les colonies françaises d'Afrique doivent subvenir aux besoins de la métropole par la fourniture d'hommes et de matières premières. Admis à l'examen d'entrée, Lansana Conté intègre le collège technique des enfants de troupe. Pour la première fois de sa vie, il va devoir s'éloigner de sa mère qu'il adore pour rejoindre d'autres jeunes de son âge à Bingerville, en Côte d'Ivoire, puis à Saint-Louis, au Sénégal. Ntamma hawa konte nkambira to nana kallan lansa da konta ma lansa da konta kambira to nana kallan furmodu konta ma furmodu konta kambira to nana kallan falli konta ma falli konta kambira to nana kallan abubakar konta ma abubakar konta kambira to nana kallan dauda konta ma dauda konta kambira to nan landi se konta ma disa konta kambira to na kalang har mota konta nan kambira to lang har na konta mo kon ga diku ya suluma nani alla nan fama anaka bari diku ya nani yibir mbarse ga algiyama mo ko sulu nan duniya to mo tan ka khalti ka mo ko bod ala tara giri na temu karande abama mangade nan manga sandera bari kama kadira shu makarande tu manga sayina karandi makalima e kani itasiga karandi fera mo ko katai e me kafirin namba mo ko de ko anata ina ka fera ina ka imatu ina ka mo ko de ko regule ina ka tantungu ita tantungu ina ka fara dibirika afakara benene
a kelimeni ne hasiga gore na ranye anaka saka karan don ka raba anaka shori ya karata fa anaka shori do matungo kona ta shori do matungo ala ra girne mu ko bon sai na kan fan nana amo fere ba na kambe fal mu na kan na gira mu ko bon sai na kan birin nana amo ko birin dan kun a birin dan kun mu ko baba e film petina nu loko ko de ala yi sefu baliseni kona no fa na ka saka koti makoto akha sande isa asadena ka isa loko frontière de na kan sa sese tongo beni ana ka shoshoru yire ka fara amana waila ala yi sefu qanira ba alamu di kame fi nama afa na ka masin nabe an ba di kame na kambera ka ebirin nan bara anaka masin naba an baba di kame na kambera ka ebirin nan bara ani safa se na kan ne lamma ala yi se kwani nan na ba na kelne mo ka foka da mina asa bokku tungu abankiti na ina ka demba yelun ko ne birin se sa sekeli bande ni sanya kwanya abande tungu na fara han baba kwanya fa bande do mo menen afani si na kan shota an fara ay lamma na la yi sefuna na la yi funa tagi bama an ba gbe tongo aka na khom do ma kana kan salma be itam compile sakanara ibiri molikiri kasankiri nara abiri molikiri kanini nara abiri molikiri abirin sara fara luna ne han ala na khara giri anaka yi fe kan han ala sai man ka ya fama aboko da wali folo ko nara kuya hala mo baba tan na ka bora no na katima an na ra wali mana ana male ka ba asa kan kira ku alu mo ko kwani hala tan sana mena na male ka ba mana asa kan kira ko alu mo ko kwani dati na li Allah ma kana kan tunga fa mo ko ngana do ka ma so ani Allah ma kana kan ta ko baba ra na so baba amo boko da wali folo de ta manga ya tunga boko da wali folo ko ne amo mo manga ya tunga ba nye birin fa ka kai wali patron na bergine lunguri anda fama ngano wana kanko anana na bam tando ya kwari mai den kambe kono nga fa nunya ma fa labbe ba na raba no nga fa fa labbe ba na kan yuna kan na ba nga fa labbe e kun jabare ni na mo wa ma kai ni na kambirin na kono mo atanka kalmu so san kon loko kere ha se galgiya. Tout au long de ses études militaires, ses origines paysannes et le sens de l'observation propre aux gens de la terre vont lui être d'un apport considérable. Au terme de sa formation, l'enfant de troupe Lansana Conté, devenu un véritable éphèbe, est incorporé pour 5 ans au 1er régiment de tirailleurs sénégalais comme engagé volontaire. Muni du certificat interarmes, fort de sa bonne logique de paysan, le soldat Lansana Conté attire l'attention par ses propos avisés lors des conversations autour des feux de bivouac. Je me dois de témoigner de son humilité dans toutes les situations, de cette générosité de cœur et de son ouverture d'esprit qui lui confère encore une adaptabilité de bon aloi qui faisait de lui le plus africain de tous les élèves de cette école africaine qui a forgé plus tard d'illustres hommes d'État. En fait, d'après ce que nous savons de lui hier, n'était que prémonition. Et comme dit un adage de chez moi en pays germain, la clarté du jour se reconnaît la nuit qui le précède. Autrement dit, le passé d'un homme explique bien son présent. Ce qui est donc vrai aujourd'hui, nous l'avons déjà décelé en ces temps-là à Dakar-Bango. Frère, ou plutôt grand frère, Lansana Conté l'a été pour nous. Quand nous étions élèves
à l'école militaire préparatoire des enfants de troupe de Saint-Louis au Sénégal. C'est Conté, le grand frère, qui nous protégeait des excès des anciens. C'est lui, notre aîné, qui empêchait certaines brimades dont nous étions l'objet. Je garde encore de manière vivace en mémoire les images du grand sportif, champion d'Afrique du javelot. Ces conversations font état de l'éveil de la conscience des Africains qui auront tout donné durant le conflit mondial pour voler au secours de l'Europe envahie par l'Allemagne nazie. En retour, les Africains réclament une reconnaissance de leur droit à plus de liberté et de dignité. Pour contrer cet éveil, le commandement militaire français ordonne le transfert des troupes en Algérie. Le sergent Lansana Conté se retrouvera à Safsafa, où il séjournera jusqu'à l'indépendance de la Guinée en 1958. Le contingent guinéen suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de la nouvelle situation avec l'arrivée au pouvoir en France du général de Gaulle suite à l'insurrection des généraux et des colonels d'Algérie en mai 1958. Le référendum du 28 septembre 1958 et l'accession de la Guinée quelques jours plus tard à l'indépendance, le 2 octobre 1958, constituent le thème favori de toutes les conversations. Les militaires guinéens se trouvent devant un dilemme: choisir entre la France coloniale et la Guinée libre et indépendante. Le sergent Lansana Conté n'hésite pas un instant. Libéré sur sa demande, il débarque à Conakry le 31 décembre 1958 pour être recruté dans la jeune armée nationale le 1er mars 1959. Au fil des ans, il gravit les différents échelons de la hiérarchie militaire. Son parcours est jalonné de missions délicates aux quatre coins du pays, dont il s'acquitte avec tact, abnégation et une redoutable efficacité. En mars 1959, le sergent Lansana Conté est affecté au camp militaire de Cancan. En décembre de la même année, il rejoint l'état-major général pour postuler ensuite à l'école d'officiers. Titulaire du brevet de chef de section en artillerie en 1962, il sort de l'école d'officiers au camp Alpha Yaya Diallo avec le grade d'aspirant. Il est muté le 15 janvier 1962 au centre d'instruction d'artillerie du 2e bataillon de Kindia, le 1er juillet 1963. Il accède au grade de sous-lieutenant et est promu 2 ans plus tard, le 1er juillet 1965, lieutenant. Il sert alors au sous-groupement tactique numéro 2 à Koundara, avant de devenir, le 1er mai 1968, commandant de la compagnie de Gawal. 6 mois après, le 12 octobre 1968, le lieutenant Lansana Conté part de Gawal pour Nzérékoré dans les fonctions d'officier adjoint du 4e bataillon.
Après 13 mois d'intenses activités, il quitte cette zone le 26 décembre 1969 pour le 2e bataillon de Kindia. J'ai connu le président Lansana Conté en 1959. Pendant qu'eux étaient en Algérie, nous étions en France. Les détachements se sont retrouvés à Conakry. Moi, je fus affecté à Kankan. Donc, c'est en mars 1959 qu'il m'a trouvé à Kankan. Au mess des sous-officiers du camp, c'est là-bas qu'on a eu le premier contact. Il m'a salué, je lui ai répondu. Il m'a dit encore Tonate. Et en décembre 1959, nous étions tous les deux sergents. Nous avons été affectés ensemble à Conakry, à l'état-major général, pour remplacer les camarades qui partaient en stage en Union soviétique. Moi, quelques mois après, j'ai été affecté à Kindia. En 61, mars 61, il y a eu un concours d'entrée à l'école militaire. Et là, on s'est rencontrés après le concours. Nous étions 30 admis au concours. Nous avons fait la formation d'officiers ensemble. Et en fin d'année, nous sommes sortis de l'école militaire comme aspirants. Depuis lors, nous avons sympathisé. Lui, il était artilleur, moi j'étais fantassin. Par la force des choses, même étant de la même promotion, il a été capitaine avant nous tous. Il a été colonel avant nous tous. Et étant gouverneur de région à Kéréwani, après la mort du premier président, nous sommes tous venus à Conakry. Et nous avons rejoint les rangs de l'armée. Et depuis lors, nous sommes ensemble. De sergent jusqu'à aujourd'hui, nous sommes ensemble. Il m'a toujours appelé Nkoro. C'est un être honnête, sincère, sociable. Je ne l'ai jamais vu faire du mal à quelqu'un. Parce que lui, il était du commandement, moi j'étais de service. Mais il a toujours été humain. Partout où il a commandé, dans toutes les différentes garnisons, que ce soit en Basse-Guinée, en Moyenne-Guinée, en forêt, il a toujours eu la sympathie de ses subordonnés. Il est très humain. Et depuis que nous avons pris le pouvoir aussi, son humanisme a augmenté même. Là, c'est une réalité que je dois dire. Paysan dans l'âme, fasciné par le travail de la terre, il dispose de petits champs de culture dans chacune des localités où il a élu domicile à un moment. En mai 1970, il revient à l'état-major général des forces armées à Conakry, où, lors de l'agression du 22 novembre 1970, perpétrée contre la Guinée par des mercenaires guinéens et portugais, il s'illustre particulièrement dans les opérations de défense à Tamara, île de Los. Il est promu à titre exceptionnel
et pour service rendu à la nation au grade de capitaine le 27 février 1971. La guerre de libération nationale que mène avec détermination le PAIGC en Guinée-Bissau et au Cap-Vert contre la puissance occupante, le Portugal, devient particulièrement rude et complexe. Le capitaine Lansana Conté, nommé le 8 juin 1971 dans les fonctions de commandant de la zone opérationnelle de Boké, participe activement à cette guerre aux côtés de l'armée nationaliste et s'illustre brillamment sur les différents théâtres de combat. Sa grande étoffe de combattant né s'impose à tous et le couvre de sympathie et de respect. Je connais le président Lansana Conté, je crois, si je ne me trompe pas, pendant qu'il était lieutenant ou bien capitaine de l'armée guinéenne. Il était le commandant de la zone, comment dire ça, toute la région de Boké à l'époque. Ces jours-ci, on a fait un symposium sur un grand camp militaire portugais à la frontière avec la Guinée, le camp de Giledji. Vous savez que le président Lansana Conté a failli mourir dans cette opération. Et dès qu'il est arrivé, il y a son chauffeur même, qui est une bombe portugaise, qu'on l'appelle bombe napalm, qui a coupé la tête. Il est mort comme ça. Il a pris part dans cette opération de Giledji. Il a mis les canons 130 mm sans la connaissance du président Sékou Touré à l'époque. Quand il était devenu président de la République, le premier pays aussi qu'il a visité, quand j'étais aussi président de la République, c'est la Guinée-Bissau. Et ensuite, pour dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant qu'il était à Boké, que moi j'étais déjà rentré après l'indépendance, il prenait la route de Boké jusqu'à Kébou, chez moi, à Bissau. Parfois, quand je sors de mon bureau pour arriver à la maison, je le trouve déjà à la maison. Donc, on dirait que parfois, ce n'est pas nécessaire d'être fils de même père, même mère, mais l'amitié renforce de tel ordre qu'on dépasse même cette amitié. De tout ce qu'il a fait pour le bien de son pays, de tout ce qu'il est en train de faire aussi pour la paix et la stabilité dans la sous-région, parce que nous savons tous ce que s'est passé, l'agression, ce n'est pas l'agression, mais les rebelles, la Sierra Leone, de Libéria, il a su maintenir le peuple guinéen tout entier, il a su maintenir l'État guinéen tout entier. Donc, pour dire que vraiment, c'est l'homme qui mérite d'être à la tête de la Guinée, et le peuple guinéen a choisi. Ses qualités innées de combattant lui valent également le respect, l'admiration et l'estime des officiers, des hommes de troupes et des populations hautes. Aussi, ses mérites sont-ils récompensés le 19 mai 1975 par sa nomination en qualité de chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, fonction qu'il exerce avec efficacité et discernement jusqu'au 3 avril 1984, en passant successivement du grade de commandant le 28 septembre 1977 à celui de colonel le 1er mars 1982. Cette brillante carrière militaire justifie en grande partie la considération et la confiance que le président Ahmed Sékou Touré portait en celui qui sera à un moment son aide de camp et avec lequel il effectuera son premier pèlerinage à la Mecque en 1980. Le premier chef d'État guinéen estima l'officier supérieur pour son patriotisme sincère, son courage, sa loyauté sans faille, sa discrétion, son humilité et sa modestie naturelle. J'ai vu pour la première fois de près
le journal Lansana Conté dans le bureau du président Ahmed Sékou Touré, qui était un ami. Et le président Lansana Conté est venu pour rendre compte d'une mission importante qu'il avait accomplie en dehors de nos frontières au chef de l'État. Et quand il a quitté le bureau, le président Sékou Touré m'a dit de lui, c'est la deuxième fois que je le dis publiquement, c'est le seul qui est honnête au camp Samori. J'ai une confiance totale en lui. Quand je vais voir clair au camp, c'est lui que je fais venir. Et je tiens compte largement de ce qu'il me dit. Et il m'a parlé du président Conté. De ce qu'il m'a dit, je déduis en résumé que Conté a été un bon soldat, un grand soldat, un héros national en tant que militaire. C'est pourquoi d'ailleurs il est passé du grade de commandant à celui de colonel en récompense à sa fidélité à la République et à la patrie. Et il faut qu'on le dise, quelles que soient par ailleurs les évolutions, mais cela demeure à son actif pour l'histoire. Et je dois le dire parce que c'est un témoignage que je tiens de la bouche de l'illustre Ahmed Sékou Touré. Conté aura à son actif dans l'histoire de la Deuxième République d'avoir doté la Guinée d'une constitution libérale, d'avoir créé et agréé les partis politiques, expression de la démocratie pluraliste. Sans doute que dans leur fonctionnement et dans leurs relations avec le pouvoir exécutif, beaucoup de problèmes se sont posés. Mais le fait est acquis définitivement que la démocratie guinéenne a démarré. La brutale disparition du président Ahmed Sékou Touré, le 26 mars 1984, plongea le peuple de Guinée dans un grand deuil et dans un profond désarroi. La vive émotion recouvrait, mais n'éteignait point l'inquiétude des lendemains. Ahmed Sékou Touré, à peine conduit à sa dernière demeure, toutes les contradictions ressurgirent pour assombrir le ciel et hypothéquer l'avenir. La Guinée était en danger. Son armée se devait de la protéger de l'implosion. Peuple de Guinée, c'est dans une grande ferveur que tu viens de conduire à sa dernière demeure l'un de tes fils les plus prestigieux, auquel l'Afrique et le monde entier ont tenu à rendre un hommage mérité. Ton armée nationale, qui t'est demeurée toujours fidèle et qui a toujours partagé ton sort dans la discipline et dans l'abnégation, pendant ces 26 années d'un pèlerinage douloureux, a donc décidé de prendre en charge l'administration du pays. Le 3 avril 1984, l'armée prit le pouvoir, constitua un comité militaire de redressement national dont il confia la haute direction au colonel Lansana Conté, qui devint chef de l'État, président de la République, commandant en chef des forces armées. Le CMRN s'adjoignit un gouvernement composé en majorité de militaires, se mit au travail avec l'ambitieux programme de restructurer le pays à travers une administration rationnelle et performante, une économie compétitive de concurrence et de marché, la mise en place des institutions démocratiques et par-dessus tout, l'exercice effectif de toutes les libertés. Le 3 avril 1984, à la prise du pouvoir, il s'est révélé comme un homme de paix. C'était une révolution pacifique, une prise du pouvoir pacifique, sans effusion de sang. Ça, c'était déjà l'homme de paix.
Parce qu'on aurait pu prendre des décisions extrêmement graves le 3 avril, qui auraient été applaudies tout simplement. Parce que vous savez, dans le changement comme cela, on ne regarde pas certains détails. C'est plus tard qu'on se dit, on n'aurait pas dû faire ça. Mais très tôt, il s'est affirmé comme un homme de paix. Deuxièmement, il a évité, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de vengeance dans ce pays. Parce que vous savez, nous avons une histoire tumultueuse. Et beaucoup de gens qui avaient perdu les leurs, n'est-ce pas, au cours de différents complots, avaient des idées presque de revanche. Il s'est battu contre ça, pour qu'au contraire, nous puissions aller dans le sens du pardon. Pas de l'oubli, mais du pardon, pour conserver justement la paix sociale dans ce pays, afin qu'on regarde l'avenir avec plus de sérénité, qu'on construise l'avenir de la Guinée. Ça, c'est un acte de paix. Porté sur ces fonds baptismaux, le 3 avril 1984, la République de Guinée s'éclairera d'un discours d'orientation le 22 décembre 1985, le discours au programme. Avec le recul du temps et face à l'immensité des tâches accomplies dans la transformation des mentalités et des réalités en Guinée, l'on ne saurait ne pas rendre hommage au génie qui a conçu, piloté, supporté et appliqué les réformes. En matière d'orientation économique, à la faveur du changement de régime, les nouvelles autorités guinéennes vont opter pour l'instauration d'une économie basée sur l'initiative privée et le désengagement de l'État du secteur productif. Sur le plan stratégique, le libéralisme économique se substitue à la planification centralisée. L'État devra désormais se contenter de créer les conditions d'une concurrence entre les opérateurs du secteur privé et mettre en place un cadre macroéconomique viable, un environnement juridique et institutionnel approprié et les infrastructures économiques de base indispensables pour un bon déroulement de l'activité de production. Ayant fait le pari de la prospérité à travers l'option de l'économie de marché, le président Lansana Conté s'est employé à remettre la Guinée sur les rails d'une économie compétitive et le Guinéen sur le chantier d'un travail ennoblissant et enrichissant pour apporter le bien-être aux populations. Cette finalité exige alors d'associer intimement le peuple aux prises d'initiative et de décision, ainsi qu'à l'exécution des programmes de développement. D'où la politique de décentralisation qui est le vecteur conducteur, en même temps que l'épine dorsale du progrès en Guinée. Ayant démarré sur les grandes et généreuses idées de pardon, de réconciliation, d'entente, de tolérance et d'unité, le président Lansana Conté met en chantier le retour à une vie constitutionnelle normale à travers des institutions et des structures dont la cohérence ne le cède qu'à la fonctionnalité. Ainsi, dès 1990, une constitution, la loi fondamentale, est rédigée par un collège de cadres de tous les horizons. La même année, la loi fondamentale est adoptée par référendum et promulguée par le chef de l'État, président de la République. Dans la conception et la mise sur pied de l'État de droit, le général Lansana Conté émet l'idée d'un bipartisme pour un premier temps, ce qui permettrait à ses concitoyens de découvrir les vertus du dialogue dans un contexte de libre expression. Mais
la nomenclature politico-intellectuelle fait obstruction à cette démarche et réclame un multipartisme intégral. Près d'une cinquantaine de formations politiques voient le jour. La plupart d'entre elles reposent sur des bases ethniques et ou régionalistes. Toutes dérives que le général Lansana Conté avait perçues et cherché à éviter. En décembre 1993, ont lieu les premières élections présidentielles libres. Elles consacrent le général Lansana Conté, candidat du Parti de l'Unité et du Progrès PUP, face à 8 adversaires. Je jure de respecter et de faire respecter scrupuleusement les dispositions de la loi fondamentale et des lois, de défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. Investi de la confiance du peuple, le chef de l'État engage un ambitieux programme de réformes socio-économiques. Les infrastructures routières sont modernisées pour désenclaver les régions, favorisant les échanges commerciaux. Son mandat sera par 2 fois renouvelé à la faveur des élections de 1998 et de 2003. C'est dans un contexte de vive tension et de chantage sur la sécurité de l'État que la première assemblée multipartite est installée, succédant ainsi au Comité transitoire de redressement national, CTRN, organe législatif de transition. Les députés ont à leur disposition une plateforme de dialogue et de concertation pour la consolidation de l'État de droit. En 1996, la Guinée, qui a mis en place toutes les institutions de l'État de droit, est brutalement secouée par une terrible épreuve. Les 2 et 3 février 1996, alors que le président Lansana Conté venait d'être fait docteur honoris causa pour son œuvre en faveur de la démocratie et de la paix, des officiers supérieurs, profitant d'une revendication de salaire d'une partie de l'armée, mettent à exécution un projet de prise du pouvoir. Malgré la bonne volonté du chef de l'État et plusieurs séances de concertation avec les représentants des soldats, certains extrémistes décident de passer aux actes. Ces soldats, qui avaient échappé au contrôle du commandement du quartier général, vont soumettre, dans la soirée du 2 février 1996, le Palais des Nations, siège de l'institution présidentielle, à un intense bombardement dans le but d'attenter à la vie du chef de l'État qui s'y trouvait entouré de ses proches collaborateurs et amis. C'est dans ce déluge de feu et de fer qui dura toute la nuit qu'à l'aube, le magnifique édifice national était réduit en cendres. Par le calme, le sang-froid et l'esprit d'ouverture dont il est coutumier, le général Lansana Conté réussit à maîtriser ces événements. Comme l'a si bien indiqué alors un journal de la place, citation, « Jamais un chef d'État n'aura autant de baraka et un lien presque mythique avec le pouvoir
que le général Lansana Conté. Le destin de cet homme est très étrange, mais reste constant sur un point qu'observateurs et population relèvent la bonne étoile. Fin de citation. Au lendemain des épreuves des 2 et 3 février, fidèle à sa politique d'apaisement, le général Lansana Conté fait preuve de magnanimité envers les putschistes. Cette attitude lui confère une aura et une stature politique hors du commun au sein de l'opinion nationale et internationale. Le commandant en chef des forces armées va procéder à une restructuration profonde de l'institution militaire à travers la rénovation des casernes, la formation des cadres et la modernisation des équipements. Les différentes épreuves rapprochent l'homme d'État des populations et le confortent dans la justesse de la ligne politique qu'il s'est assignée, l'épanouissement de la Guinée et des Guinéens. Conscient du fait que la Guinée ne saurait prospérer dans un environnement sous-régional en proie à des guerres civiles, le général Lansana Conté appuie ses pairs de la CEDEAO dans la création de l'ECOMOG, première force de maintien de la paix en Afrique. Cette armée multinationale va voler au secours des populations du Libéria et de la Sierra Leone pour mettre fin aux conflits armés qui déchirent ces pays voisins de la Guinée. Le plus grand mérite d'un général victorieux, c'est de partager avec ses troupes le secret de sa victoire. Incontestablement, le secret du général Lansana Conté, c'est sa parfaite connaissance du terrain, de la terre et des hommes. En offrant à l'armée les moyens de découvrir et d'exploiter les richesses de la terre nourricière de Guinée, le général Lansana Conté lui donne en même temps une stratégie pour se rapprocher des populations qui constituent les alliés incontestables de toute grande victoire militaire. L'un des enseignements majeurs que l'opinion nationale a retenu de l'appel du général est assurément la vision du chef de l'État qui indique que la victoire militaire doit déboucher sur la victoire politique, celle-ci ne pouvant s'acquérir que par le travail créateur. Ainsi, nos braves soldats se sont déployés sur le front du développement par le lancement de la campagne agricole militaire 2002 à Tindo, dans la préfecture de Farana. Pour ce faire, le général Lansana Conté a mis à la disposition de la compagnie du génie rural, du bataillon du génie militaire, les outils nécessaires à la mise en valeur de milliers d'hectares. Si l'on considère le fait que l'armée guinéenne est une institution qui a toujours fait de l'honneur et de la patrie les balises de sa vocation, il n'est nullement surprenant de la voir se déployer pour s'investir dans le combat pour l'autosuffisance alimentaire en Guinée. La campagne agricole militaire, initiée par le général Lansana Conté, obéit à une stratégie d'implication de l'armée guinéenne sur tous les fronts de combat pour le développement socio-économique de la nation. Elle constitue un volet important du vaste programme enclenché le 3 avril 1984 et qui vient à la suite de la réhabilitation des axes routiers indispensables à l'écoulement des produits vers les marchés. La
mise en valeur par l'armée des immenses plaines rizicoles du pays obéit aussi à une démarche qui veut que le soldat guinéen partage au quotidien l'existence du paysan tout en lui faisant bénéficier des retombées de son action salvatrice. C'est ce qui explique l'édification et l'équipement des locaux de Tindo Cité, complexe moderne d'entretien des engins agricoles et de stockage d'engrais et de semences améliorées. Le commandant en chef des forces armées, le général Lansana Conté, a toujours exprimé sa fierté d'être un homme de la terre, car la terre signifie générosité, confiance, humanisme et fidélité. Paysan, fils de paysan, le général Lansana Conté a une passion fondamentale, la terre. Sa terre avec laquelle il entretient depuis toujours un dialogue fructueux et vivifiant. C'est dans le monde rural que le chef de l'État est pleinement épanoui. De la nature, il tire son inspiration et sa ligne de conduite, car comme il aime à le dire, la terre ne ment pas, elle ne trahit jamais et elle rend au centuple ce qu'on lui donne. C'est pourquoi tous les actes posés par le président de la République tiennent compte de 3 paramètres, à savoir amour de la vérité, fidélité et générosité. Il parle peu, il travaille toujours. Bon chef militaire, bon meneur d'hommes, grand stratège aussi bien dans l'armée qu'à la tête de l'État, le général Lansana Conté est aussi un bon guide du paysanat guinéen. Il est devant les masses pour montrer le chemin et payer d'exemple. Tout ce qui m'appartient appartient aux paysans guinéens. Les terres qu'il distribue, les engrais qu'il répand, tout, absolument tout, revient en définitive au peuple de Guinée à travers ses paysans. Cette stratégie du paysan président est prise en compte par les couches juvéniles et féminines qui ont parfaitement compris le message du premier paysan dont la conviction profonde est que la croissance économique dépend en grande partie du développement de l'agriculture qui constitue l'activité principale de 90% de la population. Cette croissance doit être orientée de façon à accorder la priorité à la lutte contre la pauvreté, le chômage et l'inégalité. Moi, je voudrais, à la suite de tout ce qui a été fait ici aujourd'hui, remercier et magnifier le paysan président, le général Lansana Conté. Grâce à lui, le monde rural s'est structuré. Il y a eu les groupements, les unions, par filière, par production, parfois intégrés, le Conseil national, les organisations paysannes et finalement la Chambre nationale d'agriculture dont il a accepté d'être le président. Cet homme est un grand homme que nous devons respecter, que nous devons considérer, qui a beaucoup fait pour notre pays et pour sa population. Un homme d'une envergure jamais égalée. Un homme qui est rentré dans l'histoire par la grande porte, car il a sauvé la Guinée. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez vu dans le monde rural, c'est grâce à lui. Il s'est investi corps et âme. Président de la République, la foi est le lien divin qui unit les hommes dans une société faite de tolérance,
de solidarité et de paix. En prônant la formation religieuse dans la crainte de Dieu, le général Lansana Conté incite à la formation d'hommes de foi capables d'influer positivement sur l'éducation de la jeunesse pour mieux préparer l'avenir de la Guinée. C'est pourquoi le chef de l'État définit la religion comme une école de la vie qui enseigne le respect de la dignité humaine, la compréhension et l'entraide mutuelle entre tous les hommes. Pour le général Lansana Conté, les responsables religieux doivent lutter contre toute forme de violence, contre les comportements contraires aux valeurs morales traditionnelles et contre toute forme de déviation favorable à des intérêts étrangers. En associant les hommes de foi à son action, le général Lansana Conté a su trouver la voie royale pour consolider la concorde nationale, la fraternité, pour assurer un développement harmonieux dans la paix. À l'avènement de la Deuxième République, ayant tiré les leçons de notre action diplomatique, le gouvernement guinéen a progressivement éliminé certaines pesanteurs grâce aux nouvelles orientations axées sur l'économie de marché et le respect des libertés démocratiques. Ce choix de l'économie libérale et l'ouverture du pays au monde ont permis de renforcer la coopération d'une manière générale. L'action diplomatique de notre pays a été aussi marquée par la visite de hautes personnalités en Guinée et vice-versa. La diplomatie va s'investir dans la défense de nombreuses causes justes qui préoccupent la communauté internationale, notamment la prévention des conflits en Afrique et dans le monde, la consolidation du processus d'intégration économique dans la sous-région, la promotion de la coopération sud-sud. Une place prépondérante est accordée aux relations de bon voisinage. Ainsi, un dynamisme nouveau va être insufflé à ces rapports par des visites de travail de chefs d'État d'Afrique et d'ailleurs et par envoi de délégations guinéennes de très haut niveau lors des rencontres internationales. L'attachement de la Guinée à la paix et à la stabilité lui a valu d'occuper la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en mars 2003 lors du déclenchement de la crise irakienne. En dépit des immenses sacrifices consentis pour la paix et la sécurité, la Guinée va être elle-même victime d'agressions le long de ses frontières avec le Libéria et la Sierra Leone en septembre 2000. L'action diplomatique guinéenne face à ces tragiques événements a débouché sur une condamnation ferme et sans équivoque de ces agressions et suscité un élan de solidarité à travers le monde. Grâce à son offensive diplomatique, la Guinée a su ramener la paix et la stabilité dans la sous-région, favorisant ainsi l'intégration économique dans l'espace de la CEDEAO. Sous la conduite du général Lansana Conté, après des décennies d'efforts soutenus, le visage économique et social s'épanouit.
La Guinée a aujourd'hui jeté les bases d'une démocratie effective et perfectible à travers une politique de décentralisation fondée sur les solidarités naturelles visant à responsabiliser les citoyens dans la prise en charge de leur développement. L'audace et le mérite d'avoir entrepris les réformes les plus profondes constituent sur le plan économique une nouvelle victoire du général Lansana Conté et de son peuple. En effet, le respect des valeurs culturelles et spirituelles, le rétablissement de la justice sociale, l'élaboration de programmes fiables de développement passent par la valorisation du capital humain. Le développement n'est et ne sera que l'œuvre des Guinéens. Pour ce faire, l'unité et la cohésion nationale constituent un préalable pour que notre pays, après avoir recouvré sa liberté, s'engage victorieusement dans la voie de son indépendance économique. L'espoir est donc permis et il deviendra bientôt réalité car les Guinéens aiment la paix.